Duen Cabo nous parle de la deuxième édition de la bataille des prospecteurs qui aura lieu ce week-end du 3 au 4 septembre, mais aussi de son parcours comme designer de pistes moto. Mais d'abord un petit extrait de ce qui nous attend cette fin de semaine. I've never ridden anything that hard. I can't imagine anything harder. Like, how could it be hard? Oh my god, That was freaking insane, man. That makes no sense. Bon, bah alors bonjour Dwayne, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Bien, merci. Écoute, on voulait parler aujourd'hui par rapport à tes différents chapeaux, justement, parce que nous, on se connaît, puis on te connaît beaucoup comme en tant que vidéaste. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà vu un peu ton travail sur TELUS Ma Communauté, entre autres, mais aussi sur Internet. J'aimerais savoir ce que tu fais en ce moment, puis dans le fond, au niveau du métier de la vidéo, puis on se parlera après de tes autres chapeaux. Je suis quand même assez occupé, mais là, j'arrive de Nashville au Tennessee, où est-ce que j'ai participé au design d'un parcours d'endurocross en plein centre-ville de Nashville. Puis, mais entre-temps, c'est sûr, j'ai toujours mes projets vidéo. Là, je fais un projet avec TELUS Ma Communauté, qui est avec la ville de Gaspé aussi, on va parler du bénévolat là, en général, là, dans tous les aspects là, de la communauté là, puis de la ville, donc que ce soit au niveau sportif, loisirs, culturel, et ainsi de suite. Ça, c'est un projet qui va pas mal, un de mes gros projets là, qui va s'étaler jusqu'à 2023. Donc, 10 épisodes là-dessus. Sinon, j'ai des petits projets ici, là, bon, des pubs, des ci, des ça, là. Mais maintenant, depuis le mois de mi-août jusqu'à mi-septembre, là, je suis complètement impliqué à 100% dans mon événement là, à Murdochville, la bataille des prospecteurs, là, c'est la deuxième édition cette année. Là. Mais justement, avant qu'on aille plus en détail sur cet événement-là, comment est-ce que toi qui fais de la vidéo depuis quand même plusieurs années, puis peut-être aussi comment est-ce que tu as convergé ou tu travailles avec ce domaine de faire du design de pistes de motocross, entre autres? Est-ce que c'est deux passions différentes ou tu as réussi à combiner ça ensemble par le métier? Comment ça s'est passé? Un parcours assez particulier, là, mais je te dirais que j'ai eu comme, à part le skateboard là, qui a pris une grosse place dans ma vie pendant plusieurs années, là, je voulais devenir professionnel, tout ça, là, mais là, j'ai bien vite... j'en ai fait quand même pendant 20 ans, donc ça a fait partie de ma vie. Mais si on oublie le skateboard, là, ça a été le dessin, la moto puis la vidéo qui m'ont toujours passionné. Donc, j'ai toujours, on dirait, inconsciemment dirigé, je me suis toujours dirigé vers ça, là, inconsciemment un peu. Mais tu sais, j'ai commencé, la vidéo, j'ai acheté une caméra, j'ai commencé à filmer. La moto, je suis allé à une course. Tiens, je vais filmer la course. Donc, après ça, je m'intéresse un peu plus. J'ai un background en dessin, donc je dis, pourquoi je dessinerais pas un parcours, tu sais, parce que je suis dans la moto. Puis là, donc, ça se complète quand même assez bien, sauf qu'après ça, c'est quand même trois métiers qui se ressemblent pas. Mais j'ai contacté un moment donné un client là aux États-Unis je voulais faire une course moi à Québec, au Colisée de Québec. Fait que j'ai contacté une personne qui faisait un événement à Las Vegas entre autres. Puis là on s'est rencontrés puis on est amis depuis. Puis c'est mon client aux States là, qui m'a donné plein de contrats de dessin de pistes d'endurocross, puis de motocross, supercross. Donc, je faisais pratiquement tous ces projets que lui faisait. Lui faisait des projets partout dans le monde, comme consultant, comme promoteur. Donc, automatiquement, il y avait un projet, il m'envoyait les infos, puis moi, je faisais le dessin, puis c'est parti comme ça, là. Donc, c'est ça. Puis après ça fait 18 ans environ de ça que j'ai commencé à faire des dessins.
La plupart du monde ne le savent pas parce que je fais ça, bon, c'est à distance, puis je me déplace rarement sur place. Je fais beaucoup à distance. Puis la vidéo, ça parle un peu plus. C'est sûr que si j'ai un projet vidéo, le monde peut voir le produit final, tandis que, bon, une course de moto au Brésil, quand même que je dis, j'ai fait un design de piste de motocross au Brésil, ben, ça passe un peu incognito, là. Et justement, parce que moi, je découvre que c'est un métier, ça. Alors, quand tu m'en parles, comment, dans le fond, c'est quoi les défis de ce fait de devoir dessiner une piste ou, dans le fond, quand un client te fait une commande, est-ce que c'est créer de la création? Tu te bases sur des aspects techniques, j'imagine aussi, mais est-ce que tu as du champ libre pour la carte blanche en général? Carte blanche, oui et non. C'est que dans le fond, si on parle d'endurocross, l'endurocross, faut voir ça comme une piste de supercross, motocross intérieur, mais au lieu d'avoir des sauts, au lieu d'être juste la terre, c'est des obstacles. Donc, un peu mélange de trial et de motocross. C'est un peu ça, mais trial, contrairement au trial, c'est pas un à la fois, là, donc c'est tout le monde en même temps, donc c'est vraiment une course. Donc, c'est des bios, des roches et tout ça, là. Donc, c'est de voir qu'est-ce qu'on a comme obstacle. Donc, est-ce qu'on a accès à des gros rochers? Si on n'a pas accès à des gros rochers, qu'est-ce qu'on met à la place? Donc, lui, il va me donner la liste de ses ingrédients, si on veut, tous les obstacles qu'il peut avoir. Mettons, à Las Vegas, ils n'ont pas tous les mêmes obstacles. Il y en a qui vont avoir des bio, il y en a qui vont en avoir moins, il y en a qui vont avoir des gros bio. Donc, il me donne la liste des matériaux. Puis moi, je design, puis les dimensions du parcours, bien sûr. Puis moi, je design avec ça presque carte blanche, là, selon, c'est ça. Il me donne quelques restrictions, mais sinon, c'est tout. Puis après ça, ben, c'est sûr qu'on s'adapte toujours. On fait des modifications. On s'attendait d'avoir des gros pneus de loader, puis on les a pas eus. Bon, donc, faut trouver autre chose, hein. Mais c'est beaucoup ça, là. Tu sais, qu'est-ce qu'on a comme obstacle de disponible, puis la grandeur du terrain. Puis après ça, ben, ça se fait tout seul. Est-ce que tu parlais d'aimer faire du dessin? Est-ce que peut-être il y a 20 ans, tu le faisais sur papier? Est-ce que ça a changé maintenant? Tu travailles avec des logiciels? Oui, dans le temps, je faisais sur papier, puis je dessinais mes structures de skateboard que je voulais faire, des structures de skateboard, tout se faisait sur dessin. Puis effectivement, là, j'ai travaillé avec plusieurs logiciels, mais là, maintenant, c'est SketchUp, tout simplement. Ça travaille super bien, facile à utiliser. Donc, oui, mais c'est beaucoup plus facile à visualiser aussi là, en 3D. Même si je faisais des dessins 3D sur papier, là, c'est un peu plus laborieux, surtout là, au moins quand tu as modélisé, là, tu peux tourner ton obstacle dans tous les sens. Là, donc, c'est agréable. Et là, tu parlais que tu revenais de Nashville aux États-Unis. Est-ce que c'était parce que justement tu avais designé cette piste-là? Oui, ça ça fait partie de l'événement TKO, là, Tennessee Knockout du Tennessee, là, pas loin de Chattanooga, au Tennessee. Donc, ça, c'est un événement enduro dans le bois, là. Mais cette année, ils ont fait un genre de prologue en plein centre-ville de Nashville. Fait que là, c'est pour que tout le monde, le commun des mortels, voit ces pilotes-là. C'est les mêmes pilotes qui font la course au Tennessee, au TKO. Mais là, on a fait une piste là, vraiment là, pour présenter un peu l'événement. C'est un genre de prologue à l'événement. Puis, donc, moi, j'ai designé ce parcours-là. Ça fait 5 ans quand même qu'on a commencé les designs, là. Sauf que c'est une question de permission aussi de la ville. Ça a été bien complexe, hein. Puis c'est ça. Fait qu'on a modifié. Là, on n'était pas sûr. Les longueurs sont pas tout le temps les mêmes. Au début, on avait tant de pieds parce que là, on fermait telle rue, de telle rue à telle rue. Puis après ça, il a fallu raccourcir un peu. Il a fallu, fait qu'il faut qu'on tienne compte des largeurs de rue et tout, là. Puis des accès pour les pompiers s'ils ont besoin de se déplacer parce qu'on ferme pas la ville quand même, là. Bah oui, parce que là, tu parlais tout à l'heure de Colisée, mais là, on est vraiment dans un autre terrain, là. Là, on est en plein centre-ville, là. Quand je dis en plein centre-ville, là, c'est dans la rue, là. Mmh. Ouais. En plein milieu, c'est la rue, je pense que c'est Broadway, là, une des rues vraiment là, populaires, là, où il y a des spectacles de musique à tous les bars, là. Puis il y a comme, c'est ça, il y a des bars partout. Fait que non, c'était super intéressant. Puis là, les gens, ben là, c'était Red Bull qui était en arrière de ça. Donc, on voyait plein d'éléments Red Bull, là. Puis les gens, mais le commun des mortels, quand il a vu les obstacles, non, il n'y avait pas de rochers, mais les bio, puis les pneus, puis tout ça, ben là, tout le monde se demandait qu'est-ce qui se passait là en plein centre-ville de Nashville. Puis là, à 4 heures à peu près, les pratiques ont commencé. Puis là, ils ont pu voir qu'est-ce qui se passait, là. C'était les motos qui se
ils se battaient, si on veut, les pilotes, ils se battaient comme en duel, donc un à côté de l'autre. Puis ils se rendaient jusqu'au bout du parcours, faisaient 180, puis ils revenaient au départ. C'est des courses hyper intenses, hyper courtes, mais c'est super intéressant pour le spectateur parce qu'il peut tout voir. Puis, on a fait la même chose à Murdochville ici à mon événement. Là, on a fait un événement comme ça, là, un parcours similaire, avec moins de budget, bien sûr, mais pour attirer justement des spectateurs, puis pour que les gens voient vraiment qu'est-ce qu'une moto enduro est capable de faire. Justement, j'aimerais ça que tu nous parles un peu plus de l'événement qui va avoir lieu à Murdochville. Déjà, ton implication, j'imagine c'est ça, c'est le design de la piste, entre autres. Plus que ça, je fais tout. Je suis le promoteur, l'organisateur, l'instigateur. Donc, jusqu'à l'année passée, la première édition, c'était l'année passée. Puis, une semaine avant l'événement, c'est moi qui avais fait à peu près 98% de tout le travail, que ce soit la recherche de commandites, le site web, page Facebook, les demandes, les permissions, le design, donc pas mal tout. Là, cette année, on a une équipe un peu plus solide. Je suis toujours l'organisateur, le promoteur, mais là, j'ai un bon bras droit avec des bons helpers, là, vraiment des bons bénévoles qui sont rapides, qui sont bons. Donc, ça aide beaucoup. Fait que là, ça, c'est un événement enduro, donc une course d'endurance qui se déroule sur 2 jours. La première journée, c'est plus comme des qualifications sur le Mont Miller. Donc, on compte les tours. Puis celui qui fait le plus de tours en moins de temps possible, c'est lui qui gagne, si on veut. Là. Mais le samedi, c'est vraiment une genre de qualification pour déterminer l'ordre de départ du dimanche. Puis le dimanche, on les fait partir là, à queue leu leu, à les 10 secondes. Puis encore, c'est le même principe. Là. Celui qui va gagner, c'est celui qui fait le plus de tours en un temps. Là, je pense que les experts, c'est 2h30 ou 3 heures plus un tour. Là. Donc, c'est sur un terrain c'est assez challengeant. Là. D'accord. Et ça se fait peu importe le temps? Je veux dire, la météo? Oui, la météo, beau temps, mauvais temps? Oui. L'année passée, on a presque eu de la neige là, le vendredi soir, là, la veille de la course. Il ventait, il faisait froid. C'était la queue d'un ouragan l'année passée. Je sais pas si tu te rappelles, il y a eu un ouragan fin août, vers le 30, là, puis on a eu la queue de la 198 de Murdoch à Anse-Pleureuse a été fermée. Donc, c'était un peu le chaos. Ça a été un peu difficile sur le terrain, là, donc je dirais qu'on a eu des conditions assez exceptionnelles. Fait que cette année, ça peut pas être pire, dans le fond. Là. Fait que ça peut juste être mieux. Fait que oui, effectivement, c'est juste plus difficile quand il pleut. Des fois, il faut fermer des sections parce que c'est tout simplement impossible. Parce que ici, c'est abrupt. Puis, si c'est trop glissant, il y a plusieurs montées qui se font pas, tout simplement. Donc, il faut qu'on adapte le circuit. Là. Je touche du bois, là. La météo s'annonce quand même clémente et de notre bord. Donc, ça devrait être correct là, cette année. C'est combien environ de participants là, qui viennent pour cette course? L'année passée, on a eu 92, qui est quand même excellent comme première édition. Là. Pour de quoi d'aussi spécifique, là, du hard enduro, comme on appelle, là, c'est très pointu là, comme discipline. Puis cette année, on est déjà rendu à 123 ou 124, puis il en reste encore à s'inscrire. Donc, je te dirais qu'une augmentation d'entre 30 et 40% là, cette année. D'accord. C'est des gens qui viennent de l'Ontario, du Québec, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick. On n'a pas encore d'Américains, mais ça va arriver. Des passionnés de motocross. Quoi. Moto-enduro, sans vouloir faire de l'éducation en personne, là, c'est vraiment c'est de l'enduro, c'est des courses d'endurance. Donc, on est habitué à rouler ensemble dans le bois, s'entraider. C'est une autre dynamique. Là. C'est vraiment de l'endurance. On se pousse beaucoup. Souvent, il faut pousser sur la moto, débarquer de la moto, puis pousser la moto pour monter un obstacle. On aime ça, se surpasser, être dans le bois, on adore ça. C'est juste que, au lieu de le faire à pied ou en vélo, nous, c'est en moto. D'accord. Bon, j'ai une dernière question. C'était, est-ce que toi, j'imagine que là, en tant qu'organisateur, tu participes pas à l'événement, mais est-ce que tu participes des fois ailleurs à ce genre d'événement? Quand j'étais plus jeune. Ouais, c'est ça. Je manque de temps. C'est sûr que j'aimerais ça, mais il y en a pas beaucoup des événements comme le mien. Il y en a peut-être un en Ontario, puis après ça, c'est en Alberta. Donc, c'est très loin. Au Québec, il n'y en a pas. Donc, si c'était plus près, oui, je participerais à quelques événements. J'aimerais ça participer au mien. Mais là, c'est un petit peu dur.
Ouais, pour terminer, peux-tu juste nous refaire un rappel de c'est où, c'est quand ça se passe, et puis où est-ce que les gens peuvent, en tant que spectateurs, bien sûr, et si les inscriptions sont encore ouvertes, par où est-ce qu'on passe? Ben, c'est ça, on peut aller sur le site là, de l'événement Battle of the Prospectors, c'est en anglais.com. Sinon, ben, on fait une recherche Google, on le trouve assez vite. Le site web est bilingue, donc on peut s'enregistrer par là. C'est samedi et dimanche 3 et 4 septembre l'événement, donc les gens peuvent s'inscrire jusqu'à vendredi 8 heures le soir s'ils veulent. Toutes les inscriptions se font en ligne. Puis, pour les spectateurs, ben c'est ça. Ça se passe sur le Mont Miller samedi de 9 h le matin à 5 h l'après-midi. Puis le dimanche, c'est sur le Mont Porphyre là, de 8h30 à 5 h à peu près. D'accord. Bah, merci beaucoup, Dwayne, pour ton temps. Puis on vous souhaite un bon événement parce que ça commence bientôt. Vous écoutez Un reflet d'ici mensuel. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.